Et l'activité est organisée par le collectif Genre, Santé et Environnement, qui regroupe 5 groupes communautaires et 3 instituts de recherche, 3 instituts de l'UQAM, l'Institut Santé-Société, bien entendu, l'Institut des sciences de l'environnement et l'Institut de recherche et d'études féministes. On va vous mettre dans la conversation, ça y est, vous avez dans la conversation un lien vers la page qui présente le collectif. Donc, vous pouvez un petit peu aller voir pour voir tous les groupes qui sont impliqués dans cette démarche. Donc, c'est une démarche qui a été initiée en 2019, qui a été, vous vous en doutez, un peu ralentie par la période pandémique, mais pour l'essentiel, on est un ensemble de groupes qui avons en commun de réfléchir sur les intérêts qui se trouvent à l'intersection des inégalités, dont les inégalités de genre, de la santé et de l'environnement. Et ensemble, on organise différentes activités et on conduit aussi un petit peu de recherche. Donc, merci à tous les membres du collectif qui ont contribué ou participé. Et toutes nos activités, souvent, il y a certains des membres du collectif qui prennent un petit peu plus d'initiative. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est beaucoup autour de Action Cancer du sein, et je vais vous présenter sa directrice tout dans quelques minutes, et de l'Institut Santé-Société. Auparavant, je vous fais les rappels habituels que tout le monde connaît par cœur maintenant. Vous conservez vos micros fermés pendant le panel vous êtes... Pour la caméra, vous choisissez vous-même. Je vais inviter les gens au moment de la discussion, des personnes qui souhaitent à ouvrir leur caméra parce que c'est sympathique quand on est en échange de pouvoir se voir un petit peu. Ce qu'on a au programme aujourd'hui, c'est bien entendu nos 3 panélistes. Après ma petite intro, on aura nos 3 panélistes. On aura aussi, après la petite intro de Jennifer, parce qu'aujourd'hui, j'ai demandé à Jennifer Beeman, qui est la directrice d'Action Cancer du sein, de nous faire l'introduction à propos du panel et du webinaire aujourd'hui et de ses objectifs. Sinon, le fonctionnement est classique. On va avoir les 2 conférencières et le conférencier qui vont nous parler. Jennifer va conclure et ensuite, on va prendre vos questions et vos interventions qui, comme toujours, on va vous demander d'être relativement bref dans la mesure du possible. On peut les prendre dans la conversation, dans le chat, pour parler français, et aussi de vive voix, mais je répéterai ces consignes-là au moment où on sera rendu à la période de conversation. Alors, je dirais sans plus tarder, Jennifer Beeman, je te demanderais, Jennifer, s'il te plaît, de nous parler un petit peu de pourquoi on se retrouve ensemble aujourd'hui à parler des lois sur l'environnement et de leur lien avec la santé. Merci, Joanne. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Je suis Jennifer Beeman, directrice de l'organisme Action Cancer du sein du Québec. Et Action Cancer du sein, on fait beaucoup d'éducation sur la santé environnementale, surtout en lien avec les substances toxiques et la santé des femmes, santé de tout le monde. Et ce qu'on découvre, ce qu'on découvre, en fait, on fait partie, les gens ne connaissent pas les lois environnementales et ce sont des lois qui doivent nous protéger. Donc, on ne peut pas revendiquer de meilleure protection si on ne sait pas quelles lois ont besoin d'être améliorées ou réformées, ou parfois c'est une question de comment la loi est appliquée. Mais on est dépossédé, on ne peut pas intervenir comme citoyen dans des sujets, dans des problématiques qui nous touchent profondément si on n'a pas un minimum de connaissances en termes des lois qui doivent, comme je dis, qui doivent nous protéger. Alors, l'idée de ce panel, c'était vraiment de se donner un petit moment de formation avec des personnes expertes sur ces lois. Et c'est vraiment 2 lois fondamentales, la loi canadienne sur la protection de l'environnement et la loi sur la qualité de l'environnement du Québec, vraiment 2 lois fondamentales pour la réglementation de l'environnement et pour protéger notre santé aussi.
Donc, c'est ça, c'est de se s'outiller collectivement pour revendiquer de meilleures protections. Et puis, on a également un cas très concret et qu'on peut interroger les lois et l'application des lois par le biais de ce problème très grave de la qualité de l'air à Limoilou et voir comment la mobilisation est faite et comment ça va avec cette problématique importante. Alors voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci, Jennifer. Alors, nos trois panélistes, on a décidé conjointement de qui nous parlerait en premier. Et justement, Jennifer nous parlait d'un cas et d'une problématique particulière qui va nous servir un peu d'illustration de concrètement ce que ça nous donne. Alors, Joanne Elsener est médecin vétérinaire et elle a co-créé l'initiative Je vote pour ma santé qui vise à inciter les élus municipaux à la création d'aménagements urbains favorables à la santé. Son implication sociale lui a valu d'être nommée chevalière de l'Ordre national du Québec en 2020. Et elle est membre de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, pour laquelle elle a rédigé plusieurs mémoires. Et Joanne, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour à vous tous. Merci beaucoup de l'invitation au nom de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce que vous allez voir les impacts sur la santé. Ils sont gigantesques. C'est un peu la mise en bouche qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui pour mes deux collègues experts en droit. Vous aurez compris que je ne suis pas une experte en droit, mais on m'a demandé de brosser un portrait des impacts sanitaires de la pollution. Donc, je commencerai par la pollution de l'air en général et par le cas particulier de la pollution au nickel. Là, j'essaie de me mettre en mode présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, parfait. Merci. Dites-moi aussi si les diapositives avancent parce que parfois, il y a des problèmes de ce côté-là. Donc, voilà, je vous fais un survol, vraiment un survol en 10 minutes. Notre mémoire avait 50 pages. Vous pensez que, et vous pouvez croire que c'est un sujet là, qui est beaucoup plus complexe que ce que je vous présente. Mais il faut savoir que la pollution de l'air est appelée par plusieurs personnes en santé la tueuse invisible. La tueuse invisible parce que souvent, on ne la voit pas, en fait. Plus les particules sont fines, plus elles sont dangereuses pour la santé et moins on les voit. Et que ça occasionne cet enjeu-là de santé, aussi un problème d'inégalité sociale parce que le niveau de polluants de l'air varie d'un quartier à l'autre dans une ville, d'une ville à l'autre aussi, selon les différentes sources, selon la proximité aux sources. Et on sait, je vais vous montrer quelques études, que là où on demeure peut nous tuer ou peut raccourcir notre espérance de vie. Alors, la tueuse invisible, vraiment, c'est quelque chose de majeur au Québec qui a longtemps été sous-estimé. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Mais il y a une étude récente de Santé Canada qui dit que la pollution de l'air au Québec est associée à 4000 décès prématurés par année. Pour vous donner une idée, c'est environ 12 fois le nombre de décès prématurés par accident de la route au Québec par année, avec des coûts sanitaires extrêmement élevés, évalués à 30 milliards de dollars par année pour le Québec seulement. Et là, je tiens à préciser, parce qu'il y a beaucoup de confusion de ce côté-là, quand on parle de pollution de l'air pour l'humain, on ne parle pas de CO2. Le CO2, ça tue la planète et ça risque de nous tuer en bout de ligne. Mais quand on parle de polluants de l'air pour l'humain, on parle majoritairement de dioxyde d'azote, d'ozone et de particules fines. Et dans la catégorie des particules fines appartient le polluant nickel. Quelles sont les sources des polluants de l'air? La source majeure, ce sont les transports, responsables d'environ 60 des polluants atmosphériques. Et quand on parle de transport automobile, mais on parle aussi de transport ferroviaire, de transport aérien et de transport maritime. Les ports qui sont des sites ponctuels d'émetteurs, d'émissions de polluants atmosphériques, les incinérateurs, les industries.
Au début, vous savez, on savait que les polluants de l'air entraient dans notre corps par les poumons. Donc, on a vraiment focusé sur les maladies respiratoires et on a découvert avec plusieurs études scientifiques que les polluants de l'air étaient associés à l'asthme, par exemple, ou à des cancers respiratoires. Un peu plus tard, sont survenues d'autres études qui ont démontré que ces polluants-là réussissaient à passer à travers la paroi des poumons pour entrer dans la circulation sanguine et causer des dommages aux artères dans notre corps et ont été associés avec des maladies cardiovasculaires. On estime, par exemple, dans un pays développé comme le Canada. Je m'excuse Pardon? d'interrompre, mais les diapositives n'avancent pas. Ah, c'est ça ça arrive de temps à autre. Est-ce qu'on peut peut-être passer avec, je vais arrêter la mode présentation. OK. On peut afficher nous-mêmes les... Je peux y aller en mode, je peux y aller en mode PowerPoint ordinaire qui n'est pas en mode présentation. Vous me direz si vous voyez suffisamment grand. Donc, j'étais rendue ici à cette diapositive-là. Est-ce que vous la voyez, cette diapositive-là? Oui. Oui, alors je vais continuer comme ça. Donc, on a découvert que les polluants passaient la paroi pulmonaire pour se répandre dans les vaisseaux sanguins, causer des dommages à ces vaisseaux sanguins-là. Et des études plus tardives ont démontré que finalement, ça se répandait aussi à d'autres organes. On a démontré une association entre les polluants atmosphériques et le cancer du sein, le cancer de la prostate. Et ce qui est encore beaucoup plus préoccupant parce qu'on a longtemps pensé que la barrière hémoencéphalique, donc la barrière qui protège notre cerveau de substances contenues dans le sang, pouvait protéger le cerveau contre les polluants atmosphériques, mais il y a des études maintenant qui viennent d'être publiées qui démontrent une association entre les polluants atmosphériques et la démence chez les personnes âgées et encore plus préoccupant entre l'autisme et des retards cognitifs chez les enfants. Donc, ces polluants-là qui causent ces dommages-là, on a longtemps pensé que ça prenait des niveaux quand même élevés de polluants atmosphériques pour causer ces dommages-là. Et on pensait, il y a 20 ans, que c'était seulement Shanghai ou Pékin ou New Delhi qui avaient des problèmes de polluants de l'air ou de pollution atmosphérique. Malheureusement, on a découvert que ces polluants-là, même à des niveaux très, 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 très bas, peuvent causer des lésions pathologiques, de telle sorte que l'Organisation mondiale de la santé a revu à la baisse les normes pour les principaux polluants en 2021. Vous avez ici les normes de 2005 pour les particules fines et vous avez ici en 2021 une révision à la baisse de ces normes-là. Vous avez certainement entendu parler de l'enjeu de la norme nickel. Vous avez certainement vu passer que des médecins ont dénoncé la hausse des rejets de nickel dans l'air, que les 18 directions régionales de santé publique du Québec, que l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, le Collège des médecins se sont opposés à la hausse nickel. Ils se sont opposés pas seulement parce qu'il y a une tendance à la révision à la baisse des polluants atmosphériques, mais aussi pour des enjeux particuliers au nickel. Et il y a 3 enjeux particuliers que je vais vous présenter. Le premier et le plus important, c'est le type de nickel qu'on a dans l'air. On sait qu'il y a plusieurs espèces de nickel ou plusieurs sortes de nickel et il y en a, pour vous résumer ça, il y en a comme le sulfure de nickel qui ont plutôt des effets cancérigènes et pour lesquels l'Organisation mondiale de la santé recommande une norme de 3 nanogrammes par mètre cube. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle du sulfate de nickel qui cause surtout des effets respiratoires. C'est la forme de nickel qui est la prédominante en Europe et en Ontario et ils ont adopté une norme de 20 nanogrammes par mètre cube.
Ici au Québec, lors de la hausse de la norme nickel, le gouvernement a dit « Nous n'avons pas d'études qui caractérisent le nickel présent dans l'air au Québec. Nous estimons que nous avons le même nickel que l'Europe et l'Ontario, donc du sulfate de nickel, et nous allons pour une norme de 20 nanogrammes par mètre cube. » Or, c'est faux. Il y a une étude qui a été faite au Québec, qui a été faite par le ministère de l'Environnement sur le nickel dans l'air à Québec, donc dans la basse ville de Québec. Et le nickel qui est présent, ce n'est pas du sulfate de nickel, mais un sulfure de fer de nickel avec des effets cancérigènes démontrés dans une étude qui a été faite en Ontario chez des mineurs de ce minerai-là. Et donc, nous avons recommandé une norme annuelle beaucoup plus basse de 3 nanogrammes par mètre cube, norme qui a été adoptée par l'Australie de l'Ouest, qui est aux prises avec la même sorte de nickel que nous avons dans notre air, donc du sulfure de fer et de nickel. L'autre problème sanitaire majeur derrière l'établissement de cette norme nickel-là, c'est que les études sur lesquelles reposent les normes ont été faites chez des modèles animaux qui ne sont plus adéquats pour démontrer les autres effets de nickel qui ont été rapportés par la suite. Par la suite, en plus des effets respiratoires et des effets cancérigènes, il y a des études qui ont rapporté des effets cardiovasculaires, des effets au niveau des enfants, vraiment des effets d'initiation d'asthme chez l'enfant. Les enfants sont particulièrement sensibles à la pollution au nickel et aussi des problèmes associés avec des lésions pathologiques au cerveau parce qu'on s'est aperçu que le nickel pouvait passer directement de l'air au cerveau par le nerf olfactif. Or, les modèles animaux qui ont été utilisés pour ces études-là n'étaient pas adéquats. C'est un peu comme si vous vouliez évaluer si, en plongeant un humain dans l'eau, vous pouvez le noyer et vous décidez d'utiliser un modèle animal qui repose sur le poisson. Donc, c'est un modèle animal qui n'est pas du tout adéquat. Troisième argument, c'est ce qu'on appelle la synergie ou l'effet additif des polluants. Les études qui ont été faites avec des animaux exposés à du nickel seulement. Or, dans la vraie vie, les humains sont exposés à plus qu'une espèce de polluant. Et ici, vous avez une étude de synergie où on exposé des rats à du vanadium, aucun effet pathologique. Des rats à du nickel seulement, un effet pathologique modéré. Mais quand on a combiné les deux ensemble, nickel et vanadium, on a eu des effets pathologiques extrêmement sévères. Et c'est un peu ça le vécu de la population de la basse ville de Québec qui vit dans un cocktail toxique avec des niveaux de polluants qui dépassent les normes québécoises, canadiennes et les nouvelles normes de l'Organisation mondiale de la santé. Une population qui est déjà défavorisée du point de vue socio-économique, qui est aux prises avec des problèmes de santé, avec un niveau de prévalence de cancer plus élevé que la population haute ville, de maladies cardiovasculaires plus élevées et une espérance de vie de 7 ans moindre que la population en haute ville. On le sait, il y a une étude qui a été faite avec des chercheurs de Santé Canada. Quand il y a une augmentation de nickel dans l'air une journée, et ça a été fait dans 8 villes canadiennes, donc quand il y a un pic de nickel dans l'air, le lendemain de ce pic-là, il y a une augmentation de la mortalité assurée dans la population qui a subi ce pic de nickel-là. Maintenant, ce que je vous ai montré, ce sont des statistiques. Ce sont des données populationnelles. Maintenant, comment est-ce qu'on transfère ces données populationnelles-là en recours légal, en recours juridique pour être capable de protéger la population contre les effets nocifs de la pollution de l'air? Est-ce qu'il faut mettre un visage sur la pollution de l'air? Parce que, vous savez, derrière toutes ces statistiques-là, il y a des drames humains qui se jouent parce qu'il y a des gens dont la vie est hypothéquée, il y a des gens qui en meurent. Vous avez ici un exemple d'une jeune londonienne qui est décédée d'une crise d'asthme, qui est devenue la première personne au Royaume-Uni à avoir la pollution atmosphérique inscrite dans son avis de décès comme cause de décès. Et ça a été fait en décembre 2020 après une enquête du coroner.
parce qu'il y a un chercheur qui a réussi à démontrer qu'il y avait un lien entre les multiples hospitalisations de cette jeune fille-là et les pics de polluants qui sont survenus à Londres. Et aussitôt qu'on a réussi en Angleterre à mettre un visage sur la pollution de l'air, ça a emmené un séisme, un véritable raz-de-marée auprès des autorités qui, du jour au lendemain, ont décidé d'investir 3 milliards de livres dans la lutte contre la pollution atmosphérique, donc l'équivalent de 6 milliards de dollars, en plus d'autres actions législatives. Donc, j'ouvre la discussion sur cette dernière diapositive-là. Quels sont les recours après avoir utilisé les arguments médicaux, après s'être mobilisé contre la hausse de la norme nickel? Quels sont les recours juridiques, les recours légaux qui pourraient nous permettre de mieux protéger la population? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joanne. C'était fort intéressant et troublant, bien entendu. Tout le monde, vous retenez vos questions. Nous allons faire les questions et les commentaires suite à la présentation des 3 panélistes. Vous avez quand même, pour les 2 autres panélistes qui sont des juristes qui vont nous parler des enjeux relatifs à la loi, je pense que vous avez déjà une question que Joanne vous a passée dans sa présentation. La prochaine personne qui va nous parler est Saba Khan, qui est directrice générale pour le Québec et l'Atlantique et responsable pour l'équipe climat de la Fondation David Suzuki. Elle est avocate spécialiste en droit international et membre de la Commission mondiale du droit de l'environnement. Elle possède un doctorat en droit de la Faculté de droit de l'Université McGill, une maîtrise en droit international de l'Université de Montréal et elle a publié de nombreux articles portant sur les enjeux et problèmes contemporains du droit de l'environnement, des traités multilatéraux, des accords de libre-échange et de la justice climatique. D'abord, merci beaucoup d'être avec nous encore une fois et je vous laisse la parole. Merci, Joanne. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, je vais commencer. D'accord. Alors, le but de notre panel, c'est vraiment d'aborder les développements problématiques concernant l'assouplissement de la norme sur les émissions de nickel au Québec. Avant que nous retournons à ce sujet, j'aimerais prendre le temps de vous présenter la loi fédérale s'adressant aux substances toxiques afin de vous donner un aperçu sur comment ces substances sont identifiées et comment les risques associés sont gérés. Le nickel est défini comme une substance toxique en vertu de la législation fédérale, mais comme j'imagine que la plupart de vous savent déjà qu'il n'y a pas de normes contraignantes sur la qualité de l'air au niveau fédéral. N'existe aussi aucune norme fédérale sur le nickel, aucune règle, aucun seuil sur les émissions de nickel. Et mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire part des angles morts de notre législation dans son état actuel, d'attirer votre attention sur la façon dont la science est utilisée dans le cadre de la loi pour déterminer si une substance est toxique. En fin de compte, j'espère que vous allez voir que l'utilisation de la science dans la loi empêche à plusieurs égards la protection de la santé publique et retarde les protections environnementales et sanitaires au lieu de les améliorer. On peut voir ça comme une certaine ignorance volontaire juridique. Malgré des décennies de réglementation des produits toxiques, la façon dont nous déterminons ce qui est toxique pour l'environnement ou pour la santé humaine est complètement déconnectée des réalités physiques des substances toxiques et de notre expérience et vécu des produits toxiques. Alors, en résumé, mon intervention aujourd'hui consistera donc à vous présenter la principale loi fédérale visant à prévenir la pollution toxique. C'est la loi canadienne sur la protection de l'environnement, la LCPE. Je dirai également quelques lignes sur le partage des compétences entre les gouvernements fédéraux et provinciaux en matière d'environnement. Deuxièmement, je parlerai des efforts actuels de réforme législative actuellement au Sénat. Des améliorations importantes ont été suggérées, mais nous devons également être très, très attentifs au manque d'ambition de ces réformes et des régressions aussi, que vous allez voir. Alors, je vais aller à ma deuxième diapo. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que ça va? OK, parfait. Alors, pour commencer, il est important de mentionner que l'environnement n'est pas une question expressément abordée dans la Constitution.
comme relevant de l'autorité législative des gouvernements provinciaux ou du gouvernement fédéral. Au fil des ans, la Cour suprême a affirmé la nature diffuse des questions environnementales qui recoupent de multiples domaines de compétences fédérales et provinciales. Ici, on voit une citation de l'arrêt La Reine contre Hydro-Québec, dans laquelle la constitutionnalité de la SCPE était mise en question. Alors, chaque niveau de gouvernement est responsable pour la réglementation de diverses questions environnementales liées à l'eau, à l'air et au sol. Et dans certains cas, les deux niveaux de gouvernement partagent la responsabilité d'une même question. Pour les questions relatives à la qualité de l'air, en général, les émissions industrielles tombent sous la compétence des provinces et le gouvernement fédéral est chargé de réglementer les émissions provenant des industries qui tombent sous sa compétence, l'aviation, le transport interprovincial et international. Alors déjà là, ainsi que les émissions sur les terres fédéraux. Alors déjà là, on voit une certaine déconnexion, on n'est pas conscient de l'intégrité de l'écosystème avec cette division-là. En ce qui concerne les substances toxiques, l'identification et le rejet de ces substances dans l'environnement tombent sous la compétence fédérale en matière du droit criminel, qui permet au gouvernement de protéger la santé et la sécurité publique contre certains produits dangereux, comme le tabac, certains médicaments, aussi des substances toxiques chimiques. Et c'est la loi canadienne sur la protection de l'environnement qui prévoit un processus pour identifier quelles substances sont toxiques. C'est une loi aussi qui établit un régime de contrôle et d'élimination de certaines de ces substances. Alors, la SCPE est la principale loi fédérale visant à prévenir la pollution. Elle a été adoptée en 88 et modifiée en 99. La modernisation de la loi est donc attendue depuis très longtemps. Il y a eu des examens de la loi en 2007-2008, mais aucun examen entre 2008 et 2017. Finalement, en 2017, c'était le Comité permanent de l'environnement et de développement durable qui a publié un rapport sur le renforcement de la SCPE et a présenté une série de recommandations pour mettre à jour la législation. L'année dernière, il y avait le projet de loi C-28 qui était introduit par le gouvernement, mais c'est mort au feuilleton et ça a été réintroduit dans la session parlementaire courante comme projet de loi S5 qui est actuellement devant le Sénat. Alors, j'aimerais me concentrer sur quelques questions qui ont été soulevées dans le rapport du comité permanent en 2017 et qui ont été abordées dans une certaine mesure dans la proposition législative actuelle. Alors, comme je dis, l'objectif de la SCPE, c'est de contribuer au développement durable. Ici, on voit en bas une déclaration qu'on trouve en haut de la préambule dans la loi. C'est une loi qui vise à protéger l'environnement et la santé humaine contre les risques posés par les polluants nocifs en établissant des règles pour identifier, réglementer et gérer les substances toxiques. Alors, une fois qu'une substance est jugée toxique, elle est inscrite sur la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la SCPE. Si elle est jugée toxique, les ministres responsables, ça peut être le ministre de l'Environnement ou de la Santé, sont tenus d'indiquer comment ils entendent contrôler la substance. Ils peuvent établir des règlements ainsi que des directives ou des codes de pratique. Ils peuvent également imposer des plans de prévention de la pollution. Mais dans le cas de l'approche actuelle, vous allez voir, les substances toxiques ne sont pas contrôlées efficacement. L'un des problèmes principaux concerne les critères pris en compte dans le processus de définition d'une substance comme toxique. Cette définition est basée sur une évaluation des risques qui ignore la réalité physique de l'interaction, le cocktail dont Joanne a référé, de l'accumulation et de la circulation des substances toxiques dans l'environnement réel. Les évaluations des risques sont effectuées substance par substance, une par une, mais les humains et l'environnement ne sont pas exposés aux substances toxiques de cette manière, comme on a vu. Nous sommes constamment exposés de manière cumulative à de multiples substances. L'évaluation des risques par laquelle une substance est qualifiée de toxique n'a donc aucun rapport avec les conditions du monde réel. De plus, la désignation d'une substance comme toxique en vertu de la loi est une décision fondée sur le risque, ce qui signifie
qu'une substance peut être dangereuse, mais que si elle n'est pas rejetée dans l'environnement dans des quantités qui présentent un danger, elle ne sera pas considérée comme toxique. Alors, le problème avec cette approche, c'est qu'il y a des hypothèses qui sont faites dans le processus d'évaluation des risques et qui sous-estiment l'exposition de certains groupes. Les populations vulnérables, qui comprennent aussi les femmes enceintes, les enfants, les travailleurs de certaines occupations et les communautés autochtones qui dépendent sur les sources d'alimentation traditionnelles. Par exemple, lors des audiences sur la loi en 2017, il y avait un membre du Conseil Mohawk d'Akwesasne qui a témoigné que leur consommation de poissons était au moins 4 fois supérieure à ce qui était supposé dans le processus d'évaluation de risque. Alors, quand on prend en compte dans l'évaluation des risques, les estimations de la dose journalière moyenne de nickel qui est absorbée, par exemple, par la population générale, ça ne veut rien dire sur l'exposition des populations vulnérables. Alors, nous voyons aussi les effets de cet angle mort dans l'évaluation des risques. Le paysage canadien est marqué par un fardeau de pollution disproportionné imposé aux communautés vulnérables et marginalisées. Un autre point qui a été soulevé au cours de l'examen de la SCPE est que les seuils utilisés pour déterminer la persistance et la bioaccumulation sont dépassés dans leur approche scientifique. Alors, l'évaluation des risques n'a pas évolué avec les connaissances scientifiques au fil des années. Un problème de deuxième niveau, c'est que même la détermination de la toxicité d'une substance n'oblige pas le gouvernement à prendre des mesures de précaution pour s'assurer que les risques d'exposition sont réduits. Sur à peu près une 150aine de substances toxiques identifiées au cours des dernières vingtaines d'années, le ministre n'a imposé des plans de prévention que pour une vingtaine de ces substances. Alors, le fait que le ministre a un pouvoir discrétionnaire et non pas obligatoire d'imposer aux producteurs et utilisateurs, importateurs de substances toxiques des plans de prévention pose un obstacle sérieux à la protection de la santé. Il y a d'autres problèmes majeurs qui ont été soulevés qui concernent aussi l'accès à la justice et le mécanisme de plainte des citoyens, ce qu'on appelle les actions en protection de l'environnement. Alors, en vertu de la loi, tout individu peut demander au ministre de faire enquête sur une infraction de la loi. S'il n'est pas satisfait avec la réponse du ministre, il peut déposer une action en protection de l'environnement devant tout tribunal. Toutefois, le seuil pour ce faire, qui exige que le citoyen démontre que l'infraction présumée a causé une atteinte importante à l'environnement et non seulement une atteinte à l'environnement, et si il est élevé qu'il est dissuasif pour l'introduction d'une action. En fait, il n'y a jamais eu une action en protection de l'environnement qui a été lancée. Malheureusement, le projet de loi devant le Parlement, en ce moment, n'inclut aucune réforme à cet égard. Il y a beaucoup d'autres questions soulevées dans le cadre de l'examen de la législation que j'aimerais aborder, mais étant donné le temps, je vais me concentrer sur les principaux éléments de la réforme qui ont été proposés dans le projet de loi S5. Alors, quelles sont certaines lacunes qui sont abordées? D'abord, un aspect du projet de loi qui est largement salué, c'est qu'il introduira pour la première fois dans la loi fédérale un droit à un environnement sain que le gouvernement devra protéger en administrant la législation. Maintenant, c'est un développement important en droit canadien parce que plusieurs nations ont inclus ce droit dans leur constitution. Le projet de loi S5 propose la reconnaissance du droit à un environnement sain dans le préambule de la SCPE et prévoit dans la partie opérationnelle de la loi le devoir du gouvernement d'élaborer un cadre de mise en œuvre afin de préciser comment ce droit sera inséré, sera considéré dans l'administration de la loi. Il est quand même important de noter que le droit à l'environnement sain ne deviendra pas ainsi un droit fondamental. Ce droit serait équilibré avec les facteurs sociaux, économiques, sanitaires et scientifiques pertinents. Il est évident que le cadre de mise en œuvre déterminera l'impact réel de ce droit. Au Québec, où la Charte inclut un droit à un environnement sain, à côté d'autres droits socio-économiques, il y a un mouvement pour que ce droit soit logé parmi les droits fondamentaux en raison de son caractère essentiellement symbolique jusqu'à présent. Alors, les modifications proposées dans le projet de loi touchent aussi à la protection des personnes vulnérables.
dans l'exécution de la loi, le gouvernement va devoir exercer ses pouvoirs de manière à réduire les risques pour la santé de ces populations. Par exemple, dans l'évaluation des risques, il sera obligé de tenir en compte l'information connue sur les populations vulnérables. Il sera aussi obligé d'effectuer des recherches et des études sur le rôle des substances dans les maladies qui peuvent être liées aux populations vulnérables. On trouve aussi pour la première fois une définition pour le terme population vulnérable qui était assez large pour y inclure les enfants, les travailleurs, les communautés qui vivent en proximité des usines industrielles. Autre modification importante, c'est que le gouvernement va devoir tenir en compte des renseignements sur les effets cumulatifs des substances dans son évaluation de risque. Les modifications renforcent aussi le cadre pour le contrôle des substances jugées toxiques en vertu de la loi qui posent le plus haut risque pour la santé et pour l'environnement. Pour cette catégorie de substances, l'objectif de la gestion du risque sera l'interdiction des activités relatives à ces substances-là et non seulement la prévention de la pollution. Les critères pour identifier ces substances seront énoncés dans une réglementation à venir. Le ministre de l'Environnement sera aussi obligé de tenir à jour une liste de surveillance pour identifier les substances potentiellement toxiques sous la loi. C'est une mesure qui permettra à encourager des transitions vers des substances plus sécuritaires, même en cas d'incertitude scientifique. Au développement sous la réforme, le ministre va devoir établir un nouveau plan de priorité de gestion des produits chimiques pour l'évaluation des substances. Et les citoyens auront un moyen de demander au gouvernement qu'une substance soit évaluée afin de déterminer sa toxicité. De plus, en ce qui concerne les obligations de l'industrie, dans le cadre de l'implémentation de la loi, l'industrie va devoir justifier ses demandes de confidentialité des renseignements commerciaux. Ça, c'est un développement important car trop souvent, la protection légale des secrets commerciaux empêche l'accès à l'information et constitue un obstacle au droit des citoyens de savoir si les produits et les émissions auxquelles nous sommes exposés sont détrimentales à notre santé et à l'environnement. Alors, les réformes actuelles proposées sont importantes, mais il reste des lacunes majeures qui ne sont pas comblées. Par exemple, en ce qui concerne les actions de protection de l'environnement que j'ai mentionnées, l'absence d'une norme contraignante sur la qualité de l'air, le pouvoir discrétionnaire aussi du ministre que j'ai mentionné avant n'a pas changé. Alors, l'aspect le plus problématique des réformes proposées, c'est que les mots liste des substances toxiques n'apparaîtront plus dans le titre de l'annexe 1. Elle sera simplement appelée annexe 1 et divisée en deux parties, avec la majorité des substances étant soumises à des contrôles moins stricts et seules les plus toxiques étant interdites en priorité. Il s'agit d'une régression majeure et cela indique une normalisation de la toxicité qui est très, très inquiétante. Alors, tout en souhaitant que ces réformes soient adoptées, j'espère qu'elles seront renforcées. Nous ne pouvons pas attendre encore 20 ans pour une autre réforme. C'est une décennie critique pour renforcer nos actions en protection du climat, en protection de la biodiversité, en réduction de pollution. Malheureusement, notre législation fédérale en ce moment ne nous positionne pas à l'avant. Notre loi actuelle encourage l'ignorance et c'est un paradigme que nous devons changer. Alors, je vais arrêter là et je vais passer la parole à Joanne. Merci. Oui, merci beaucoup, Saba. C'est très informatif et surtout très clair pour celles et ceux d'entre nous qui ne sont pas juristes. Et pour continuer un petit peu sur la lancée des questions juridiques, on va entendre Michel Bélanger, qui est avocat émérite du barreau du Québec, spécialisé en droit de l'environnement. Il est cofondateur du Centre québécois du droit de l'environnement. Il a agi comme procureur dans différentes causes d'importance en environnement et il s'est vu décerner en 2020 le prix Douglas H. Pumlott par Nature Canada pour ses réalisations exceptionnelles pour la protection de l'environnement. Comme vous pouvez le constater, notre panel aujourd'hui, on est quand même impressionné par ces trois personnes. Alors, encore une fois, Michel, merci d'être là et à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je sens que tout le monde attend que je leur dise oui, il y a plein de recours pour les citoyens, c'est merveilleux, mais je ne le ferai pas. Je vais tenter quand même de départager un petit peu, là, puis je ne suis pas un expert dans tous les domaines. Puis je commencerai par dire une chose, je ne suis surtout pas un expert dans la LCPE, la loi fédérale
je me demande en 35 ans si je l'ai même jamais invoqué. J'ai l'impression que je ne l'ai jamais invoqué dans aucune cause. La raison en est que la loi canadienne, elle est de peu d'application. Elle est de peu d'application. Tu sais, Sabah, tu parlais du processus là, de l'enquête en protection de l'environnement. Elle est intéressante. Elle a des morceaux intéressants, cette loi-là. Quand tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'applications, il faudrait améliorer le processus. Moi, je vous dirais, ce n'est pas tant le processus qu'il faut améliorer que la portée de la loi. À partir du moment où c'est une loi qui ne concerne que la toxicité des substances avec un processus assez lourd, une fois qu'on l'a fait, on peut attaquer différents volets de la substance elle-même une fois qu'elle aura été déclarée toxique, c'est-à-dire sa mise en marché ou des choses comme ça. Mais les pollueurs, les activités sur le terrain, les nuisances, les dommages à la santé, ça ne passe pas par la loi fédérale, ça va passer par les législations la loi provinciale, à tout le moins du Québec, en grande partie. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits de compétences énormes avec le fédéral, parce que c'est une juridiction partagée. J'y reviendrai à la fin. Donc, ce que je veux mentionner, c'est la loi canadienne. Effectivement, je suis moins compétent dans ce domaine-là. Elle est utile, certes. Elle mérite d'être améliorée beaucoup, effectivement, parce que ce que le fédéral pourrait faire, les provinces ne pourraient pas nécessairement le faire, ou du moins le faire à la même échelle qu'on le ferait au fédéral. Et c'est très important, l'échelle de contrôle en environnement, parce que c'est toujours le fameux argument, c'est le même argument à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, je vous dirais même à l'intérieur d'une province vis-à-vis les municipalités, c'est si l'autre ne le fait pas, pourquoi moi je le ferais? Alors, la norme nickel, par exemple, qui était plus sévère à certains... Là, on l'uniformise. Et puis là, il n'y a personne, on l'a vu, le maire de Québec, non, moi, pas nécessairement. La ville de Montréal, parce qu'il y a quand même au niveau de la qualité de l'air, il y avait eu historiquement des compétences attribuées à des municipalités de façon exclusive par rapport à des normes provinciales. Et c'était exclusif, ça. Donc, à partir du moment où on uniformise à l'échelle provinciale, voire nationale, voire internationale, c'est sûr que plus on monte, plus on dilue les normes, soit dit en passant, parce qu'on doit faire des compromis sur les intérêts. Mais donc, au niveau de la loi canadienne, moi, ce n'est pas une critique, c'est sa portée qui est beaucoup plus limitée. Alors, quand on parle du nickel, on l'a vu d'ailleurs, l'augmentation de la norme, ce n'est pas le fédéral, c'est pas au fédéral qu'elle a été débattue dernièrement, c'est le provincial qui lui aussi a quand même une compétence sur son territoire importante. Et cette compétence-là peut même être au niveau de la description, l'étendue des normes de rejet, par exemple. En fait, la nuance entre l'approche fédérale ou du moins la compétence fédérale sur les substances et celle provinciale et l'ensemble de la compétence provinciale, je vous dirais, c'est dans l'exécution du geste de polluer. C'est dans l'opérationnalisation, je dirais, du polluant, c'est-à-dire les projets polluants, leur autorisation préalable, le contrôle une fois qu'ils se mettent à polluer. Donc, la compétence provinciale, la responsabilité civile, c'est-à-dire donc les actions en dédommagement dont on va parler plus dans quelques secondes, tout ça relève principalement, je dis, du gouvernement, normalement de la loi provinciale. Les conflits de compétences vont toujours naître à partir d'une intervention de l'un ou l'autre des gouvernements. Et ce qu'on va attaquer, c'est la capacité de ce gouvernement-là de m'ordonner à moi, entreprise polluante, de me plier à l'exigence. Donc, les gouvernements, normalement, sont prudents en légiférant, en écrivant la norme. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'entendais l'exposé de Joanne et tout ça. On parle beaucoup de la norme. Et tout ce que je dis là, je veux bien que je veux juste essayer de placer les principes. C'est super important, quel que soit le niveau de gouvernement, qu'on se concentre sur la norme d'émission. On l'a vu en agriculture l'été dernier par rapport aux pesticides, on l'a vu. Alors, c'est fondamental parce qu'après ça, c'est quoi où le droit va intervenir après? Bien, il va intervenir dans la mise en application de ces normes-là. Pas de normes, pas de droit. C'est à peu près ça. Oui, il existera toujours les grands principes généraux là, que je vais mentionner un petit peu tout à l'heure, mais si on en est sur les substances toxiques, il faut commencer par les normer.
On l'a vu, la norme nickel, le scandale de la norme nickel au Québec, c'est qu'à partir du moment où elle va être augmentée, ben, les recours civils qu'on va avoir, là, vous venez de les diminuer beaucoup. Les contrôles de l'État, ça veut dire que une entreprise est en droit d'être protégée par la loi, elle aussi. C'est-à-dire que la norme protège les victimes, mais protège aussi l'entreprise. Moi, j'ai le droit de rejeter. Et c'est ça qu'on dit, le droit existe pour tout le monde et la sécurité juridique des instruments est tout aussi important pour le pollueur que peut l'être pour le pollué. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut absolument pas lâcher la vigilance et ça relève de toutes vous autres qui s'intéressez plus aux questions de santé. C'est là que nous autres, on est à la remorque, en fait. Puis, il faut absolument que la santé publique s'implique sur les désignations de normes, prenne le plancher médiatiquement et dénonce le laxisme bien souvent. Maintenant, quand on arrive sur les recours, je l'ai dit, au Québec, les conflits vont naître de l'utilisation d'un outil en particulier. Je vous donne en vrac une série d'exemples vécus. En fait, il y a beaucoup des gros dossiers que j'ai eus ont tout le temps soulevé. Un des arguments était tout le temps un argument constitutionnel qu'on m'annonçait qu'on allait sortir du chapeau bientôt. Des fois, ça commençait dès le départ. Et ça a été vrai pour les trains CPRAI, un dossier d'avion, parce que j'ai fait beaucoup de recours collectifs, des actions collectives, des avions, le dossier des pipelines, les belugas, la rainette. Ces dossiers-là, qu'on a entendu beaucoup parler, ont tous, ceux que j'ai mentionnés ici, soulevé des questions de compétences. Et de quelle façon ça se produit? Je vous donne un exemple qui est un de mes premiers ou lesquels on me l'a annoncé. Les trains, une gare de triage, il ne faut pas la nommer celle d'Outremont, qui a finalement été devenue l'Université de Montréal quelques années après. Mais quand j'ai pris l'action collective pour le bruit causé par la gare de triage, dans la même, bon, ça c'est une action civile, les gens se plaignent d'une nuisance qu'on appelle le bruit. Vous allez voir avec le nickel, ça peut être éventuellement de l'asthme, ça peut être des problèmes de santé, c'est surtout ça au niveau de la santé publique qui intervient. J'y reviendrai aussi là-dessus. Et donc, le dossier ouvre, en ce qui concerne sur une poursuite civile, en dédommagement collectif des citoyens, également en injonction pour que les bruits cessent durant la nuit. Et en parallèle, la Ville de Montréal décide également de contrôler le bruit la nuit qui montait à 70 décibels. Je pense que la norme de bruit la nuit était 35, quelque chose comme ça, décibels, largement supérieure. Et moi, on m'annonce qu'on va attaquer éventuellement la constitutionnalité de mon débat. Et la compagnie n'attend pas pour ce qui est de la norme de la Ville, attaque tout de suite la Ville. Et effectivement, gagne cette manche-là contre la Ville de Montréal au motif suivant. Écoutez, votre norme a pour effet pratique d'attaquer carrément notre opérationnalisation. On ne peut pas opérer au train tout en respectant votre norme. Or, les trains sont de compétence fédérale. Et donc, effectivement, si un enjeu de compétence fédérale se voit bloqué par une norme provinciale, la norme se trouve à être annulée, non valide à tout moment. Elle existe pour tous les autres au Québec. La norme va être, mais si tu t'appelles une entité fédérale, ça passe au moulinet. Et ça, c'est vrai pour les trains, les avions, les pipelines, le port. J'y viens tantôt au port de Québec. Le Beluga, exemple au Beluga, le dossier de TransCanada à Cacouna, l'implantation d'un port pétrolier à Cacouna, même affaire, dépôt de l'action. Au début, il n'y avait personne qui avait délivré d'autorisation pour les forages exploratoires. Et là, on s'est posé comme question, on attaque qui? Bon, on attaque tout le monde. On attaque tant le fédéral que le provincial. Le fédéral nous annonce qu'eux, ils ne voient pas la nécessité d'autoriser les activités parce que c'était clairement fédéral, c'était clair. Le provincial, au début, a dit ce n'est pas notre compétence. Après ça, ils ont dit oui, d'accord, on va demander un permis. La compagnie a dit on est un bon joueur, on va le demander quand même, le permis québécois, bien que on le fait tout en vous disant qu'on n'est pas assujetti à la loi québécoise, on n'aurait pas besoin d'en demander un au Québec. Et ainsi de suite, c'est comme ça que s'articulent les dossiers constitutionnels. Et pour revenir à le dossier de base qui nous amène aujourd'hui à discuter, Limoilou. Mais dans Limoilou, j'étais à l'origine au début, je l'ai laissé aller à des collègues après, de l'action collective qui avait été. Et toutes ces questions-là ont été soulevées, là, la compétence, on attaque sur quel front au niveau d'une action en dédommagement. Est-ce qu'on y va sur le volet santé? Auxquels les gens sont exposés, etc., etc. Donc, Port de Québec, plusieurs facettes à ce dossier-là. Une des facettes
a été l'agrandissement des équipements du port de Québec. Or, cet agrandissement-là est là pour la première fois. C'est pour ça que c'est une cause importante à plusieurs égards, le port de Québec, mais celle-là a été marquante parce que ce que moi, on m'avait annoncé plusieurs fois dans plusieurs années antérieures, bien, il y en a un défendeur qui dit, moi, je vais le plaider. C'était la loi québécoise au niveau de l'évaluation du BAP ne s'applique pas à nous. On n'est pas soumis, on est un port fédéral, on n'a pas à respecter la législation provinciale. Ils ont gagné en Cour supérieure, ils ont gagné en Cour d'appel, la Cour suprême a refusé d'entendre l'appel, donc ça fait partie maintenant du droit consacré que toute entreprise relevant de l'autorité fédérale n'a pas, c'est gros, n'a pas à respecter la loi sur la qualité de l'environnement. La seule petite porte que les juges n'ont pas voulu ouvrir, c'est que la loi a deux facettes, la loi québécoise. Il y a une facette préventive, c'est d'ailleurs celle qu'on aurait souhaité voir jouer, et moi, ce que j'appelle la facette curative. Préventive, c'est nul ne doit entreprendre une activité à moins d'avoir une autorisation. Donc, on prévient par ce biais-là. L'approche curative, c'est nul ne doit émettre dans l'environnement un contaminant. Ils n'ont pas dit que ce volet-là ne s'appliquait pas, mais c'est clairement mis de côté pour un éventuel débat. Mais c'est clair que tout le volet préventif, l'autorisation préalable, évaluation provinciale ne s'appliquera pas aux trains, aux ports, ne s'appliquerait pas à des trains, aux avions, éventuellement, donc à toute activité relevant de la compétence fédérale. Là où c'est pour moi un scandale, entre guillemets, c'est que, je vous ai dit en introduction tout à l'heure, que le partage des compétences, de la façon que le droit a été écrit depuis 30, 40 ans, font que le fédéral s'est campé derrière une activité tout à fait légitime de contrôle des substances et tout ça. Son intervention sur le terrain à l'égard des activités polluantes, c'est une compétence qui a été laissée largement aux entreprises. Et lorsqu'on dit qu'un pan complet de la loi québécoise est écarté, on a beaucoup de normes qui sous-tendent ça aussi, toutes nos normes provinciales s'appliquant justement de façon préventive de cette nature-là. Par le fait même, sont écartées. Quand on regarde la décision de la Cour d'appel, toutes les autorisations, les petites autorisations qui étaient supposées être demandées, toutes sortes d'étapes, ils ont toutes balayé ça en disant non, ces autorisations-là ne s'appliqueront pas au port. Or, est-ce qu'on a le pendant au fédéral? Absolument pas. On n'a jamais écrit ça comme ça, les lois. Donc, jusqu'à temps que le fédéral se remette à écrire les lois différentes, équivalentes au Québec, on est vraiment en ce moment là, dans une période d'incertitude au niveau de la prévention des activités proprement fédérales. C'est sûr que les autres usines, effectivement, sont soumises au contrôle de pollution quand tu n'es pas de juridiction fédérale. Dernier élément que je vous mentionne, parce que la question va venir, je l'avance tout de suite. Est-ce qu'on peut, malgré tout, essayer de contrôler les émissions de contaminants en matière civile? Oui, la réponse, c'est oui. Hier, quelqu'un me demandait, suite à une décision qui est sortie aux États-Unis, où une municipalité, pour des raisons de nuisance, a réussi à faire enlever une tour de télécommunication. On sait qu'ici, les 3-4 dossiers qui sont montés, dont une ou deux qui sont montés jusqu'en Cour suprême, la réponse est claire. Ce n'est pas de compétence provinciale. N'essayez pas de les contrôler à l'échelle provinciale, voire non, et surtout pas municipale. Aux États-Unis, une municipalité a réussi sur la base de la nuisance. Ils m'ont demandé est-ce qu'on pourrait voir la même chose. Je ne pense pas qu'on pourrait le voir à l'étape de prévention. Vous voulez vous installer, on pense que des champs électromagnétiques ou des ondes sont possiblement néfastes, on ne veut pas que vous vous mettiez là. Non, ça ne marche pas pantoute. Par contre, au niveau civil, lorsque le dommage est fait, lorsque vous avez des victimes et que ces victimes-là sont exposées en matière de santé avec un lien de causalité clair, là, vous pouvez encore avoir des recours en dommages. Maintenant, je vous mentionne juste le dernier élément. Cette nuisance-là pour les dommages à la santé, moi, je sais que depuis, là, je ne fais plus de recours d'action collective. Quand j'en faisais, depuis au moins les 15 dernières années, je ne prenais plus jamais de dossiers environnementaux dont le dommage relevait des problèmes de santé. Un exemple, les compagnies de tabac, 24 ans aujourd'hui que les recours ont été déposés, on parle du tabac pour les cancers poumons, larynx, gorge, emphysème. 24 ans plus tard, et c'est pas entre autres parce qu'ils ont soulevé la question de la causalité, c'est-à-dire le lien entre le dommage et la faute qu'on invoque. En matière de santé, je l'avais regardé avec Mme Lalande dès qu'on a commencé à regarder le dossier de Limoilou et les problèmes d'asthme. Si on ouvre ça, là, j'ai dit, on en a pour des années de contestation. Déjà que les résultats de jurisprudence, des jugements rendus dans ce dossier-là,
sont quand même relativement modestes. S'il avait fallu faire un débat sur la santé, on serait encore en cours aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu le tour d'horizon que je voulais faire avec vous, puisque je pense que ça va soulever beaucoup de questions. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, tout le monde. Avant de donner la parole aux personnes qui sont dans la salle, Jennifer, est-ce que tu voudrais nous faire un petit wrap-up pour parler français? Un wrap-up, moi, je suis beaucoup plus déprimée que j'étais il y a 1 heure. OK. C'était, merci. D'abord, merci à vous 3. Vraiment, les présentations étaient excellentes, très éclairantes et très, comme j'ai dit, assez... bon, c'est la dure réalité. Moi, je voulais... on a commencé avec la santé, un problème d'une population précise face à c'est plus qu'une nuisance, vraiment des menaces très sérieuses à la santé d'une population et une population déjà marginalisée. Et les impacts, on sait que les impacts des torts environnementaux sont disproportionnés pour les populations à la croisée des systèmes d'oppression, pauvreté, genre aussi racisme systémique, etc. Que en principe, les lois ne... Pour des couches de problèmes, il y a des couches, vous avez vraiment bien identifié tous les niveaux de problèmes, à la fois que ce soit dans la définition, dans l'application, dans les juridictions, tout ce qui empêche vraiment une forte application des lois. En plus, ce que nous, on voit, c'est la résistance des industries face à la réglementation aussi. En Action Cancer du Sein, on participe à des événements de parties prenantes pour la gestion des produits chimiques. Et à l'autre côté de la table, bon, il y a des groupes environnementaux, des groupes en santé, on est un petit nombre. Et puis, on est en face pas juste des représentants, mais il y a des corporations qui siègent, Suncor, Dow, DuPont et compagnie, et leurs associations, l'association de leur industrie, qui contestent, résistent la réglementation et puis qui aussi vont utiliser chaque mécanisme du droit lorsqu'il y a une nuisance démontrée, un impact sur la santé très clair. Alors, ça m'amène à la question, est-ce que notre seul espoir, c'est vraiment la mobilisation des citoyens? Est-ce que c'est ça qui a fait gagner, qui a fait reculer, je m'en souviens plus, c'était qui à Kakuna pour protéger les belugas? Ou pour vous, c'est quoi vos pistes pour aller de l'avant pour que ce droit nous protège, comme c'est ça la raison d'être de ces lois, n'est-ce pas? En tout cas, j'aimerais éventuellement vous entendre sur les pistes pour aller de l'avant, parce que j'ai bien compris vraiment les couches extrêmement problématiques au niveau de la construction, application, juridiction des lois, mais qu'est-ce qu'on fait? Merci pour vos présentations. Merci beaucoup, Jennifer. Même si c'est un peu déprimant ce que tu nous racontes, que tu nous ramènes. Je vais inviter peut-être les personnes. Je n'ai pas oublié la question que tu viens de poser et je compte bien relancer les panélistes sur cette question et sur les pistes. Je voudrais quand même prendre quelques questions du public avant. Et ensuite, on reviendra aux pistes de solutions, si vous permettez, mais peut-être que vous allez vous faire poser la question par les gens dans la salle aussi. J'ai une question à Patricia quels seront les effets pour Sabah, quels seront les effets concrets de l'élimination du terme substance toxique de l'annexe 1? Merci pour la question. Alors,
Je pense qu'il y a une certaine préoccupation au niveau de l'élimination du terme parce que si on regarde pourquoi est-ce que la LCPE a été considérée une loi constitutionnelle, parce que ça tombe sous la compétence du gouvernement fédéral en matière du droit criminel. Maintenant, si on enlève cette notion de toxique, est-ce que ça se peut que ça ne rentre plus sous cette compétence parce que c'est une compétence très, très, très restreinte aussi. Quand la constitutionnalité de la loi a été reconnue très étroitement pour ne pas empiéter sur la juridiction des provinces. Alors, si on enlève ça, il y a une possibilité que la constitutionnalité de la LCPE soit remise en question, qui est très problématique. L'autre côté, pour moi, ce qui est vraiment plus problématique, c'est au niveau social. Cette idée de toxicité, pourquoi est-ce qu'on voudrait l'enlever? Est-ce que pour moi, c'est une normalisation de la pollution. Déjà, le droit environnemental, ce n'est pas vraiment un droit qui existe pour protéger la santé, pour protéger l'environnement. On voit que c'est un droit qui établit un droit de polluer d'abord. Alors, je trouve que c'est ça, pour moi, en fait, les plus grands enjeux côté de la constitutionnalité de la SCPE qui pourrait être remise en question et puis ensuite, juste la question de comment on traite les toxiques dans la société. Merci beaucoup, Saba. J'ai une question dans la conversation, une personne qui a levé la main. Dans la conversation, donc, est-ce qu'on a examiné l'impact de l'incinérateur de la Ville de Québec sur la pollution subie par les résidents de Limoilou? Et j'imagine que la question s'adresse à Joanne en particulier. Écoutez, pas à ma connaissance. C'est sûr qu'il y a des émanations de l'incinérateur qui sont décrites, qui sont prouvées aussi. Maintenant, quel rôle exactement ces émanations-là jouent sur la santé de la population, c'est difficile à isoler du reste de la pollution que cette population-là subit. Mais chose certaine, c'est que ça ajoute à la charge sanitaire de cette population-là parce qu'il y a beaucoup de polluants qui, en termes de toxicologie, n'ont pas de valeur seuil. C'est-à-dire que toute augmentation de ces polluants-là a un impact sur la santé. Donc, les polluants de l'incinérateur viennent s'ajouter à la masse de polluants qui sont présents dans ce secteur-là, qui originent, comme on l'a dit, du port de Québec, du transport ferroviaire, maritime, des industries qui sont présentes localement et des émissions automobiles. Okay. Merci beaucoup, Joanne. Il y a des gens qui mettent des liens dans la conversation, c'est tout à fait permis et légitime, mais je vais laisser à la discrétion des personnes l'idée d'aller les consulter. Ce serait au tour de Daniel Gay. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Excellent. Alors, moi aussi, là, j'ai un petit peu le sentiment de découragement là, face à ce qu'on a entendu là, en termes de recours judiciaire. Je me posais la question, est-ce qu'il y a peut-être davantage, là on est axé vers la norme nickel du gouvernement du Québec, est-ce qu'au niveau fédéral, il y aurait peut-être plus d'éléments dans de nouvelles lois ou dans des lois existantes de poursuivre le port de Québec pour toutes ces émissions polluantes là, qu'il fait, notamment avec le minerai de fer, le nickel, etc., puisque c'est beaucoup de compétences fédérales. On parle de transport interprovincial de marchandises. Alors, peut-être que Mme Kahn pourrait répondre, M. Maître Bélanger pourrait compléter aussi. Là. Ben, je savais que ça reviendrait, la question, cette question-là. Alors, allez-y. Et Daniel, alors, oui, juste pour que, comme je l'ai mentionné, il n'y a aucune norme, puis comme Michel a dit, s'il n'y a aucune norme, il n'y a aucun droit. En fait, le fait qu'il n'y a pas une norme contraignante pour la qualité de l'air, ni pour le nickel, les émissions de nickel, je trouve que c'est problématique. Je vais passer la parole à Michel, qui a probablement plus à dire là-dessus. Bien, je vais commencer par la dernière question. En fait, je vais
essayer d'être moins déprimant. Là. Je sens que j'ai déprimé tout le monde. Quand je dis, il y a, tu sais, part de Québec, là, je vous dis, bon, ce qu'on anticipait, ce qu'on aurait souhaité comme jugement, comme démarche, c'est que ça marque de façon plus importante pour toutes sortes de raisons, de preuves aussi, d'émissions, bon, tout ça. On a parlé de la question de l'incinération. C'est sûr ils ont tout joué, tout est joué. Quand on parle de la relation causale, de cause à effet, est-ce que la poussière vraiment. Donc, pour toutes sortes de raisons, de preuves techniques, ça n'a pas marqué tant que ça. Sauf qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quand même eu des gains. Micro fermé, je pense. Attendez. Principalement la santé, j'éviterais, moi, de faire des relations de cause à effet, pas juste en action collective où tu as tout un groupe que tu dis, ils ont tout le cancer à cause de la même chose, ce qui est sûr que quand tu parles d'une relation causale, tu viens de t'augmenter ta difficulté énormément. Mais même une personne individuellement qui voudrait faire cette démonstration-là, et ça me ramène au point de faire le lien, parce qu'on parle beaucoup ici aujourd'hui, ce midi, de santé versus droit. C'est certain que c'est difficile. Par contre, c'est sûr que si vous travaillez sur les normes de rejet, c'est pas négligeable. Le combat de la norme nickel, pour moi, était fondamental parce que le dommage n'est pas encore fait. On veut justement éviter qu'il soit fait. Parce que le jour où il va être fait, honnêtement, entre vous et moi, là, il va être trop tard. On ne pourra pas faire le lien entre la maladie de cette personne-là. C'est justement à cause qu'elle avait augmenté la norme nickel ou à cause que la norme était de ce niveau-là. Il y aura toujours d'autres causes à l'asthme. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas médecin. Je sais que c'est un des facteurs aggravants était sensiblement ça à l'époque, entre autres, je dirais. Donc, ce lien-là, puis je vais juste vous lire. Il y a eu une décision importante de rendu justement dans la région de Québec, l'affaire Spicer, qui est venue, et c'est une question, là, c'est la contamination des eaux causée par oui, on les appelle pas une entreprise, mais en tout cas par la Défense nationale, c'est eux qui construisaient des munitions. C'est par les rejets de contaminants chimiques dans l'eau qui ont perforé jusqu'à dans la nappe phréatique et que les gens s'alimentaient à cette nappe-là. Il y a eu des études épidémiologiques qui ont été déposées démontrant que certaines causes de cancer étaient supérieures à la balance du Québec et la Cour d'appel a rejeté ce volet-là de la poursuite en disant la causalité en droit n'est pas identique à la causalité scientifique en raison des faiblesses méthodologiques de la preuve scientifique. Les expertises ne permettent pas de conclure que la contamination a causé des cancers dans la municipalité. Et s'il existe un excès de risque de cancer dans la population de la municipalité lié à l'exposition de solvants, cet excès est trop faible pour être détectable et ne s'est assurément pas manifesté par un nombre anormal de cancers. Et c'est là que, c'est ça que j'appelle la causalité. Et la causalité en médecine et la causalité en droit, on n'est pas sur la même planète, les deux, et c'est beaucoup plus difficile pour une victime de le faire. Je reviens à la question de Jennifer tout à l'heure. Ça vous aide. Ça, si je retombe dans la déprime un peu. Vous avez posé la question comment on peut faire, puis comment ça se fait qu'il y a eu des succès à Kakuna. Je vous dirais qu'il y a des succès. Il y a eu des succès avec la Rainette Faugrillon aussi. Ben, là où je vais être déprimant au bout, c'est que la loi qui a été utilisée, c'est la loi sur les espèces en péril, les espèces menacées de disparition. Alors, c'est sûr que le jour où l'espèce humaine va être en disparition, probablement que cette loi-là va être très, très utile parce qu'effectivement, c'est une loi extrêmement puissante. L'habitat de l'espèce elle-même ne doit pas être dérangé. La SNAP là-dessus et le CQDE le savent. Et ce n'est pas pour rien, à l'époque, que le premier dossier Kakuna avait été pris. Ça venait de groupes environnementaux qui n'étaient pas nécessairement... Bon, oui, tout le monde est sensible au beluga, mais une des raisons pour lesquelles on l'a pris et tout ça, c'était bien entendu un pipeline qui allait traverser également l'habitat qui allait s'installer là, qui faisait en sorte qu'on allait augmenter les changements climatiques. Toute la question du débat pétrolier était intimement reliée à l'espèce qui était beluga. Et malheureusement, l'entreprise a eu la très mauvaise idée, ou la très bonne idée, dépendant de quel côté on se place, de vouloir faire son port pétrolier direct dans l'habitat essentiel du beluga, où est-ce qu'ils allaitent les veaux chaque année. Alors, c'était merveilleux en termes juridiques, mais c'est parce qu'on avait une loi blindée. Mais si on n'avait pas eu l'espèce là et il n'y aurait pas fait le projet là, ça aurait été toute une autre paire de manches de tenter de faire annuler
le permis. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, on a été à deux, il a fallu se reprendre à deux fois. On a perdu la première manche, la première injonction prise pour annuler le permis québécois. La juge ne nous a pas accordé l'injonction interlocutoire. Les travaux étaient commencés. Il a fallu revenir avec des preuves additionnelles de l'aberration de la décision qui avait été prise. Et dans ce deuxième jugement-là, par contre, elle a référé au fait qu'il y avait une espèce de disparition qui était là et que le permis n'aurait jamais dû être délivré. Mais c'est ça. Mais donc, le droit, quand il peut fonctionner, il est extrêmement efficace. Au contraire, moi, j'ai toujours dit que c'est la bombe atomique. Quand tu utilises ça, parce que c'est d'ailleurs pour ça que c'est si difficile de rédiger des normes sérieuses, sévères, cohérentes à la santé publique même. Ils ne veulent pas aller là. Dans sa prochaine étape, ils savent que ça va ouvrir la porte à des recours. Merci, Michel. Selon mon interprétation de qui est arrivé le premier ou la première au stop, ma prochaine question est dans la conversation. Et c'est probablement sans doute une question encore pour Joanne. Quels sont les impacts différenciés de la pollution atmosphérique et notamment du nickel sur les femmes? Écoutez, il n'y a pas vraiment beaucoup d'études qui ont été faites chez les humains. La majorité des études pour le nickel ont été faites dans des modèles animaux. Donc, les études qui ont été faites il y a 25 ans pour arriver aux normes ont été faites chez des souris et des rats. Et il semblait y avoir une certaine différenciation au niveau du sexe. Donc, dans une des études où c'était les rats mâles qui semblaient avoir plus de cancer, mais écoutez, le nombre d'animaux n'était pas nécessairement très élevé pour arriver à des différences statistiquement significatives. Et après ça, il faut extrapoler de l'animal à l'humain. Donc, je préférais vous répondre qu'il n'y a pas vraiment de preuves à l'effet que l'homme ou la femme soit plus sensible à la pollution au nickel. On sait que la pollution au nickel peut causer des problèmes de santé chez à la fois les hommes et les femmes. Merci, merci Joanne. Marcel Paré. Bonjour, j'aimerais un peu, j'ai été membre du comité de vigilance de gestion des matières résiduelles que je viens de quitter aujourd'hui d'ailleurs. Puis, il y a une question qui concerne en fait l'impact de l'incinérateur de la Ville de Québec sur la pollution subie par les résidents de Limoilou. Grosso modo, ce j'ai découvert, ce qui est dit, c'est qu'il y a environ 300 décès prématurés par année pour la Ville de Québec concernant. Et pour Basseville, Limoilou, Vieux-Limoilou-Mézeray, qui représente 11 de la population, c'est 60 décès prématurés par année, ce qui est un ratio de 20 Ça, et Joanne nous en a fait part déjà à une rencontre du Conseil de quartier Mézeray. Je puise un peu, j'ai extrait des données à partir de sa présentation. Donc, notre injustice sociale est frappante. L'autre élément qui existe, c'est que l'incinérateur de la Ville de Québec émet des particules PM2.5. Le volume est astronomique. Pour ceux qui ne connaissent pas les particules PM2.5, on en place plusieurs milliards dans un globule rouge. Donc, c'est petit. Et le volume en tonnes émis par l'incinérateur de la Ville de Québec, c'est 11,99 tonnes en 2019. Le ratio de contaminants de PM2.5 actuellement dans le quartier Mézeray est à 9,7. Si on regarde le ratio canadien est à 7,1 de microgrammes mètre cube. Ça représente 101 décès pour le Canada par année, selon les données canadiennes. Le Danemark, qui a un niveau de 9,8, lui, ça représente 225 décès prématurés par année. Les différences, c'est que le Danemark a une population moindre de 5,8 millions d'habitants. Le Canada a une population de 30,8 millions d'habitants. Fait que c'est disproportionné. Chaque fois qu'on upgrade les niveaux, on atteint des niveaux, des seuils conséquents. Ma question est... On sait que les émissions PM2.5 affectent la santé. C'est hors de tout doute. Là. Je ne pense pas qu'on puisse remettre en doute les données de l'Organisation mondiale de la santé. Et ça m'amène à mon tour à poser une question. Est-ce qu'il serait possible, sur ces bases-là, de poursuivre la Ville de Québec pour lui demander d'arrêter d'émettre des microparticules dans notre environnement? Ben,
Je vais laisser les juristes peut-être répondre à cette question, qui, à mon avis, la réponse n'est pas simple, mais bon. Est-ce que les micros, est-ce qu'ils dépassent des normes? Le seuil canadien est à 8,6. En fait, c'est un seuil, c'est pas, en fait, c'est une norme ou une forme de norme. C'est un seuil. On parle de seuil de microparticules. Ils sont effectivement au-delà des seuils canadiens. En théorie, là, ça mériterait une bonne analyse et aussi une analyse de la norme parce que je me rappelle d'un dossier minier où les normes sont comme moyennes annuelles. Donc, tu peux avoir des dépassements. En fait, ils sont comme tout est toléré dans la mesure où les dépassements moyens annuels n'ont pas été dépassés. Donc, ça devient une mise en application pas mal complexe pour arriver à poursuivre quelqu'un. Il faut que sur sa moyenne de l'année, il ait dépassé plus que l'inverse. Donc, mais je répondrais comme ça très rapidement que c'est sûr que s'il y a des dépassements de normes, on est plus en voiture parce que là, c'est vraiment un norme. Ce sont des recours administratifs, là, voire pénaux, là, mais comme les normes de bruit dépassées. Puis je vous dirais que ce qui est un peu frustrant pour les gens, c'est de constater souvent que lorsque tu es rendu à prendre des recours civils de la part de citoyens, c'est qu'il y a eu un grand laxisme dans l'application des normes. Quand on parle de 1200 dépassements de la norme de bruit à la minière à Nico Eagle, c'est énorme là, avant, puis il n'y a jamais eu de poursuite de prise entre-temps. C'est donc une application rigoureuse de ce genre de recours-là éviterait d'avoir des séquelles plus importantes et éventuellement des problèmes à la santé. Quand j'ai dit que les seuils sont dépassés, c'est pour la grande zone atmosphérique. La réponse que l'incinérateur nous fait, c'est on ne peut pas démontrer que c'est lui. Les fameuses phrases que vous avez employées tout à l'heure, une démonstration que c'est eux qui impactent le milieu là, comme tel. Et il y a plein de lacunes. Il faudrait savoir à quel niveau il impacte ce milieu, comment Monsieur Paris, dans le milieu. Obligé d'être un petit peu... J'ai beaucoup de personnes sur la liste. Oui, ça va, merci. Désolée. Oui, ce sont des sujets troublants, on va dire le moins. Je vous propose, je suis sensible de l'art, il y a des questions dans la conversation, il y a 3 personnes. Ce que je vous propose, c'est faire un blitz de questions et de conclure ensuite par des espoirs ou des tentatives de répondre de nos panélistes. Alors, chers panélistes, je vous invite à prendre des notes parce qu'on fait un petit blitz de questions. Je vais passer les personnes qui souhaitent poser leurs questions de vive voix. Ensuite, je lirai celles qui sont dans la conversation. Bien sûr, n'importe qui est bienvenu si j'oublie dans les rues. Et puis ensuite, je vous donne la parole et Jennifer va conclure notre présentation d'aujourd'hui. Et je suis très consciente que c'est jamais assez long parce que ces enjeux-là sont assez terribles. Mais déjà, on a eu la chance d'entendre des personnes qui vont peut-être, en tout cas, nous donner envie de lutter pour que ça change, ne serait-ce que ça. Mathieu Alibert. Oui, bonjour. En fait, moi, je n'ai pas de questions spécifiques, mais je voulais apporter des éléments complémentaires à la question qui concerne l'incinérateur, puisque le suivi environnemental de l'incinérateur de la Ville de Québec est réalisé par des professionnels de mon équipe. Alors, en ce qui concerne la contribution de l'incinérateur à la qualité de l'air ambiant, des études ont été réalisées dans les années passées concernant des modélisations des rejets atmosphériques de l'incinérateur. Donc, ces informations-là sont disponibles. Monsieur Paré n'est pas sans savoir que toutes les données sont disponibles via un site Internet, incinérateur.qc.ca. Vous allez avoir accès à l'ensemble des campagnes de caractérisation des rejets atmosphériques qui sont réalisées aux cheminées de l'incinérateur, qui sont réalisées 2 fois par année.
Nous avons donc également, pour votre information, au niveau de la norme de rejet en particules, parce qu'on est soumis au règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, on répond à des normes qui nous sont imposées par le ministère de l'Environnement. La norme dans le RAA est à 20 mg par mètre cube et on a des mesures qui sont inférieures à 3 mg par mètre cube à chacune des campagnes qui ont été réalisées depuis de nombreuses années déjà. Pour votre information, la norme européenne était à 10 mg par mètre cube, donc on est largement en dessous de ces valeurs-là. Il n'en est pas moins qu'on cherche en tout temps à réduire au maximum les rejets de notre incinérateur. De nombreuses modifications aux opérations ont été faites dans les dernières années pour justement diminuer ces rejets-là. On met en place également la biométhanisation qui va retirer une partie des boues d'épuration qui étaient brûlées à l'incinérateur et cette fois-ci, elles vont être biométhanisées. Donc, c'est du matériel qui va contribuer, qui va être retiré, qui va contribuer à améliorer encore la performance environnementale de l'incinérateur. Donc, voilà, c'était pour apporter ces éléments-là. Et si vous souhaitez avoir vraiment le détail de toutes ces données, je vous le répète, tout est disponible sur le site Internet du comité de vigilance. Merci. Merci pour l'information. Je ne vais pas discuter là-dessus. Je suis convaincue que M. Paré, vous auriez peut-être 2-3 petites choses à ajouter, mais je vais donner la parole à Mme Desgagnés. Oui, bonjour. Je suis de Rouyn-Noranda, alors je vais vous amener avec pas mal de pollution. En fait, ici, on a tout le cocktail, là, puis assez clairement mesuré. On dépasse les normes partout. Pour l'arsenic, le gouvernement a autorisé 60 fois la norme depuis 15 ans, puis là, il autorise 33 fois la norme. Ça veut dire qu'on joue dans le 100 nanogrammes par mètre cube avec des pics à 2000 dans l'année mesurée. Puis on ne mesure pas tout. On dépasse la norme de plomb, on dépasse celle de cadmium, puis on a probablement la norme de nickel dépassée aussi parce qu'on n'a pas les mesures. Ceci dit, on comprend très bien qu'il n'y a pas de mesure de cause à effet actuellement. Par contre, on commence à avoir des signes physiques chez du monde, puis on a des stats qui sont un peu troublantes. Là. On fume pas moins qu'ailleurs, puis on a plus de cancer. Puis bon, il y a toutes sortes de choses comme ça qui commencent à ressortir. Je me mets rapide. Je veux vous amener sur l'histoire de la norme qui n'est pas respectée, puis que le gouvernement accepte qu'elle ne soit pas respectée, on autorise. M. Bélanger ouvrait la porte tantôt à certaines autorisations d'entreprise, puis c'est le cas ici, parce que quand les normes ont été mises, la fonderie était déjà en fonction, donc ils ont un certain temps pour s'améliorer. Mais l'amélioration, les exigences ont été minimales et très. En fait, il n'y en a presque pas eu d'exigences. Donc, on se retrouve après 15-20 ans à avoir encore des dépassements incroyables, puis des évaluations de la santé publique aussi, où on a eu une étude de biosurveillance auprès des enfants, où est-ce qu'il y a une grande imprégnation d'arsenic. J'arrive rapidement pour vous dire que est-ce qu'on peut chicaner avec le gouvernement concernant le non-respect des normes? Je comprends qu'il y a des mesures que les compagnies peuvent utiliser. Et si pour nous autres, notre cas est un peu compliqué, je vous amène sur ce qui vient d'être voté pour la norme de nickel. Si en bout de ligne, même ça qui est très haut, on ne le respecte pas, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des recours? En tout cas, c'est un petit peu rapidement, là, on va en parler longtemps. Bien, merci d'avoir amené un dossier aussi grand, on va dire, en quelques mots. Et votre question est notée. J'espère qu'on aura un petit peu de réponse. Jade Roy. Votre micro n'est pas ouvert. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui. OK. Bon, mes écouteurs ne fonctionnent pas. Mais oui, merci pour la présentation. Ma question, je vais faire ça rapidement. Donc, on a vu dans la présentation les enjeux au niveau des compétences fédérales et provinciales. Je me demandais quels seraient les impacts ou les menaces, les opportunités de si le Québec était souverain. Je ne veux pas faire un débat sur le souverainisme, mais si le Québec avait tout le contrôle sur son territoire, ce serait quoi les impacts sur la santé de la population et des écosystèmes? Merci. C'est pas une petite question. Je vais
pas vous demander de répondre tout de suite. Et je vais juste, je n'ai plus de main levée. J'avais une question s'il y avait, à propos, étant donné qu'un BAP n'est pas possible, puisque c'est de juridiction fédérale, finalement, quelles seraient les procédures d'évaluation environnementale au fédéral qui pourraient permettre de retarder l'adoption de la norme s'il en est? Alors, c'est vraiment beaucoup de questions et je suis consciente qu'on ne pourra pas y répondre en 3 minutes qui restent. Bien sûr, s'il y a des gens qui veulent déborder un petit peu du temps, c'est d'accord, mais on s'est comme un peu engagé à finir à 14 heures et je suis vraiment consciente que c'est pas fini comme débat. On va peut-être discuter avec Jennifer pour voir s'il n'y aurait pas eu de pertinence de faire une autre rencontre. Et on est aussi conscient et consciente qu'on ne répond pas à tout quand on fait un débat comme ça, mais on permet à des gens de se rencontrer. Et c'est un petit peu ça aussi, nos mandats à nous, les gens qui organisons ces choses-là. Je donne, panélistes, un sprint à votre tour si vous êtes capable. J'ai aussi une personne qui a levé la main. Il faudrait que ce soit vraiment très, très court, Madame Veilleux. Ben moi, je me demandais, quand on voit qu'une loi canadienne est en révision, dans le fond, là, où il y a un projet de loi, peu importe, comment nous, on peut intervenir pour justement pour se faire entendre là, par rapport à cette nouvelle loi-là? Merci. Je crois que Jennifer va répondre à notre question là-dessus ou va nous faire des suggestions là-dessus. Je donne la parole aux 3 panélistes et ensuite, Jennifer, je te laisse conclure. Trop de questions en même temps. Écoutez, moi, je voudrais laisser la parole à nos experts en droit. Là, je pense que la plupart des questions concernent des questions de droit et puis c'est vraiment la question fondamentale de notre webinaire. Donc. OK. Saba, quelques mots peut-être? Oui, peut-être juste quelques mots. Peut-être sur la question de la souveraineté. Déjà, on voit plusieurs États souverains qui sont en train de prendre de très mauvaises décisions sur l'environnement. Alors, je pense que ça dépend. C'est la volonté politique du gouvernement qui va vraiment faire en sorte que nos terres sont protégées ou non. Et là, puis juste une dernière petite, un dernier mot sur les améliorations. Je sais que c'est un peu déprimant notre conversation, mais je pense que en fin de compte, ce qui est très important, c'est lutter contre le pouvoir de l'industrie dans le processus d'analyse de risque, dans le processus. Si on n'a pas un système robuste de réduction de risque, c'est parce que l'industrie joue trop grand un rôle là-dedans. On n'a pas une culture de la collecte de données qui est très robuste ici. Il nous manque de données. Et dans ce cas-là, le gouvernement compte sur les études qui sont dirigées par l'industrie même. Alors, c'est très problématique. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut repenser le rôle non seulement de la science dans la loi, mais aussi des industries dans la science. Je vais laisser ça. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Je cherche. Est-ce qu'on a perdu un de nos conférenciers? Je ne vois pas. Il vient de se brancher. Ah, OK. Parce que je sais que Michel, tout à l'heure, a eu des problèmes de connexion. 1 minute, Michel, est-ce que c'est réaliste? Ben, j'avais plus de jus de l'ordinateur. Désolé, je l'ai rebranché. C'est bête. Je vais y aller rapidement. Je vais y aller, j'ai 4 points. Je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Le point sur la question de la discrimination pour les femmes, là, tout à l'heure, je pense que c'est Martine qui avait mis ça comme question, qui avait été répondue. Juste une petite parenthèse, je voulais ouvrir la question de la discrimination entre les individus, les races, voire la discrimination économique. Et je sais que la Fondation Suzuki travaille sur un projet à ce niveau-là intéressant justement d'adresser ces questions-là. Et je voulais juste mentionner une petite parenthèse. Il y a un essai. Les juristes sont très originaux. Ils essayent vraiment de pousser la machine juridique au maximum pour essayer de gagner des points. Le recours collectif qui a été pris par Enjeu sur les changements climatiques essaye, bon, on ne sait pas s'il va. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de succès, mais ils sont en appel, ils sont à la Cour suprême, donc c'est à suivre en appel, la Cour d'appel, je pense. Et
et parmi les arguments soulevés, on invoque le droit à l'égalité de traitement parce qu'une catégorie de personnes, à savoir les moins de 35 ans, vont payer le prix plus élevé que celui du reste de la population vis-à-vis des changements climatiques. C'est un argument en vertu de la charte, le droit à l'égalité de traitement vis-à-vis la loi qui est invoqué. C'est intéressant de voir parce que ce même argument-là pourra éventuellement peut-être servir. Je dis bien éventuellement si ça passait. Donc, parce qu'on est sur un autre enjeu. Le droit est, c'est balbutiement sur cet enjeu-là. Léa, au niveau de la procédure fédérale, pour retarder l'adoption de la hausse de normes, malheureusement pas, parce que les procédures fédérales et provinciales s'appliquent à des projets. Donc, c'est sûr que s'il y avait une usine, oui, on pourrait retarder la construction de cette usine-là ou de ce projet-là, mais pas de l'adoption d'une hausse de normes, selon moi, toujours. Le dépassement des normes au niveau de ce qui se passe à Rouen, honnêtement, j'ai quelques fois dans ma vie regardé ce qui se passait là. Je suis toujours un peu étonné de voir les dépassements de vraies normes adoptées et l'absence de recours pris par les gouvernements ou des choses comme ça. Effectivement, pour moi, c'est un mystère. Parce qu'il me semble qu'il y aurait matière à faire quelque chose. Et puis, vous avez terminé votre allocution très clairement en disant comment on peut penser que la hausse de la norme nickel, je veux dire, si nos propres normes non haussées déjà ne sont pas mises en application, c'est tout à fait juste. Je vous inviterai à communiquer avec la coalition pour que Québec ait meilleure mine au niveau de comment ça se fait. Je sais qu'ils l'ont regardé. J'ai vu d'abord que Marc Nantel était parmi nos participants aujourd'hui qui travaillent avec eux autres dans des dossiers miniers. Donc, juste pour voir comment ça se fait que ça ne bouge pas plus que ça dans cette région-là. Dernier point, Jade, la souveraineté en environnement. Écoute, c'est tellement une grosse question. Mais moi, je te dirais que ce qui est très dangereux au niveau d'être souverain en environnement. En fait, disons, je ne vous cache pas, là, quand on parle du beluga de la rainette, on a fait jouer, puis on le voit avec le caribou forestier, ça a plus servi l'environnement qu'autre chose d'avoir deux ordres de gouvernement, parce que quand il y en a un qui ne bouge pas, l'autre peut peut-être bouger. On le voit particulièrement dans les espèces menacées qui ont une juridiction quasiment concurrente sur la même espèce. Et dans ce domaine-là, à tout le moins, ça a beaucoup plus aidé l'environnement qu'autre chose. Moi, je craindrais, parce que qui dit souveraineté, ben ça va dans les deux sens. Tu peux être souverain et rien faire, tu peux être souverain puis faire beaucoup aussi, tu sais. Alors, je suis toujours très prudent sur cette question-là. C'est très déchirant comme enjeu. Voilà. Merci, c'était quand même remarquable comme série. Jennifer, s'il te plaît. Oui, très rapidement, Action Cancer du Sein est très impliquée dans la lutte pour la réforme de la LCPE. On est invité pour témoigner la semaine prochaine au comité qui se penche sur le projet S5. Et ce que je prends de toute cette discussion, c'est l'importance de la solidarité dans nos luttes. Action Cancer du Sein, on est très orienté vers toute la question des substances toxiques dont Saba a parlé, mais substances toxiques, PFAS, phtalates, BPA, dans les plastiques, dans les biens, dans tout ce qui nous entoure dans nos maisons. On a notre environnement à l'intérieur et à l'extérieur. Il était beaucoup de discussions aujourd'hui de la pollution atmosphérique, des normes, et c'est vraiment des expertises très différentes, mais dans le fond, on fait face aux mêmes problèmes. La bataille de la science, les doutes sur la causalité, la normalisation de la pollution et la toxicité, l'acceptation du non-respect des normes, le rôle des industries dans la production de la science sur laquelle est basée la réglementation. Donc, nous avons besoin de s'appuyer les uns les autres. Alors, je vous encourage. Il y a plusieurs groupes ici très impliqués. La Fondation David Suzuki, Action Cancer du Sein, Centre québécois du droit de l'environnement, très impliqués. Mettez-vous sur la liste d'envoi de ces organismes et on peut vraiment... Parce que c'est les mêmes tactiques qui sont utilisées, c'est le même laxisme gouvernemental et la seule manière dont on va faire avancer des choses, c'est vraiment la solidarité entre nos luttes, partager l'information, etc. Parce que
les luttes. C'est plusieurs luttes, mais c'est fondamentalement la lutte pour notre santé et notre environnement qui nous lie tous et toutes ici. Donc, oui, absolument, je vois Équiterre est impliqué dans la lutte pour la LCPE aussi. Donc, il va falloir de la solidarité et puis vraiment de prendre connaissance des luttes de nos voisins, de nos vis-à-vis dans d'autres villes, etc. Et qu'on continue les discussions comme on a eu aujourd'hui. C'était très éclairant. Mais merci infiniment à Joanne, à Saba et à Michel. C'était une conversation extrêmement riche. J'ai beaucoup appris et moi, j'étais déjà très impliquée dans les luttes et j'ai beaucoup appris de vous. Alors, merci et merci à tous les participants et participantes parce que vous avez posé de très bonnes questions. Alors merci beaucoup. Merci encore une fois à tout le monde. Merci à Kate qui vient d'apparaître, qui est la coordonnatrice de l'Institut Santé Société, qui a joué un rôle non négligeable dans notre projet. Merci aussi à Jenna Webb qui travaille avec nous au sein du collectif Genre Santé Environnement et évidemment à nos panélistes. Encore une fois, moi aussi j'ai bien appris, mais je suis très ignare en matière de loi, donc il faudrait qu'on vous réentende ou qu'on en réentende d'autres. On va réfléchir à la question. Merci aux gens d'avoir été là. Je sais qu'on s'en va rapidement, mais comme vous voyez, beaucoup de personnes sont parties déjà parce que les gens ont d'autres obligations. Et n'hésitez pas surtout à contacter. Beaucoup de personnes ont mis des liens dans la conversation. N'hésitez pas à contacter les groupes, à contacter Action Cancer du Sein, voire à nous contacter, nous, à l'Institut Santé Société, si vous avez oublié quelque chose. N'oubliez pas non plus que la rencontre, la présentation est enregistrée et qu'elle sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut Santé et Société. Et bien, vous pouvez aussi, je fais ma petite promo, vous inscrire à notre lettre d'envoi où on annonce nos événements si vous voulez être informé d'autres événements que nous allons tenir là-dessus. Un grand merci encore une fois. Merci à Jennifer, qui est un petit peu l'âme de notre rencontre aujourd'hui. Merci.